T'as envie de danser là? Ah ouais, de ouf. Je sais que tu kiffes la danse, fête de la musique en plus. C'est ça, c'est ce soir, on va repérer les petits coins hip-hop et dancehall. C'est quoi le show de la soirée? Fête de la musique ou Pays-Bas-France? Ah, ça va être les deux, on choisit pas hein, quand c'est T'as bon. mis le orange en plus. C'est ça. Tu tiens pour les Pays-Bas comme on dit. Ah non, y a pas de ça avec moi. Ça va quoi? Tranquille? Ça va. Chips. On commence bien. On commence bien. J'espère que ça va. J'espère que t'es chaud pour aujourd'hui. Encore une fois, grosse journée de l'Euro. On va parler de ce qui s'est passé hier, parce qu'hier il s'est passé des choses. Voilà, c'est ça la plus grosse affiche de ce début d'Euro en tout cas avec ce match Espagne-Italie. On l'attendait tous avec impatience et ce soir on se prépare pour le match de l'équipe de France aussi, avant la fête de la musique. On a pris notre claque hier, je pense. Ouais. On s'attendait à un gros match, mais je pense que on aura l'occasion là d'en revenir sur cette vidéo. L'Espagne quand même a largement dominé ce match. Il y a 15-0 à l'arrivée, mais ça aurait pu faire beaucoup plus. Ouais, ils s'en sortent très bien. L'Italie s'en sort très bien parce que effectivement un grand Gigio Donnarumma qui permet de préserver justement, j'allais dire préserver le score. Le score du match nul dès le début, mais en tout cas oui, de préserver la cage et pas prendre un but trop tôt dans cette rencontre avec la tête de Pedri, c'est un centre de Nico Williams. Ouais, c'est ça. Et Nico Williams qui a fait vivre un cauchemar à Di Lorenzo. Ça a été, il n'a pas dormi de la nuit, je pense. Il n'a pas dormi de la nuit, non, mais ça a été ultra complexe. Un grand Donnarumma pour ça. L'Italie qui n'a pas été dedans. J'attends avec impatience le retour des Italiens que je connais, qui sont dans mon entourage, tout ça, et de la communauté italienne. Ça y est, ça chambre. Ouais, non, mais c'est même pas pour chambrer. C'est vraiment là, j'étais déçu parce que je voulais voir une Italie à haut niveau, et là, ça n'a pas été forcément le cas. Je me demande comment ils vont trouver des excuses là-dessus pour justifier ça. Par contre, l'Espagne qui revient sur des préceptes de jeu, qui redomine pas de la même manière que ce qu'on a pu connaître avant, hein, parce qu'avant c'était un tiki-taka abusif avec une balle qui bougeait pas de leurs pieds. Là, c'est plus direct toujours, mais très haut niveau quand même. Je pense que l'Espagne a réalisé tout ce qu'un match de football demande en 2024. Il y a eu de la verticalité offensivement, une maîtrise du ballon dans le jeu. Vraiment, ils ont dominé dans tous les secteurs de jeu, tu vois, avec des milieux qui se projettent aussi. Vraiment, pour moi, ils sont peut-être plus complets qu'auparavant, où auparavant, c'était vraiment un jeu basé essentiellement, tu l'as dit, sur le tiki-taka. On attendait de voir aussi par rapport à l'adversité, parce qu'on parle beaucoup de l'Allemagne. Là, pour le coup, c'était une vraie affiche qui pourrait être à quart, demi, voire une finale, puisque l'Italie est tenante du titre. Donc il y a aussi ce côté-là, je pense, à retenir dans la performance de l'Espagne, c'est qu'après avoir battu la Croatie, tu vois, il y a ce groupe de la mort. Et au final, ça fait 6 points, pas de but encaissé face à la Croatie et face à l'Italie. Je pense qu'au niveau impression visuelle, on est sur quelque chose de très élevé. Là-dessus, ouais. Après, je me demande si effectivement, contre d'autres adversités, parce que là, je suis en train de remettre un petit peu en question le niveau de l'Italie surtout. La Croatie, on a vu que derrière, ils font aussi un match nul contre l'Albanie où c'est compliqué pour eux de 2. Donc, on voit que la Croatie sont peut-être pas au mieux. Là, l'Italie, ils n'ont pas cadré une frappe. Ils ont cadré une seule frappe dans le match et surtout, ils ont frappé qu'à partir de la 45e dans le temps additionnel. Donc, là, tu mets pas toutes les choses de ton côté pour peser sur ce match-là. Je les ai pas trouvés particulièrement bien en place. Ils n'ont pas assuré un niveau de relance. Donc l'Italie m'a beaucoup inquiété. Par contre, l'Espagne, il y a un joueur qui me surprend. C'est Fabian Ruiz. Ouais. C'est pas le même Fabian Ruiz qu'on a toute l'année au Paris Saint-Germain. C'est son cousin qui joue. C'est son fausse licence. Ah, c'est pas possible. Non, mais je te jure, c'est pas possible parce que quand je vois l'impact qu'il a dans le jeu, vraiment, aux côtés de Rodri en plus, mais c'est lui qui va limite dicter le jeu de l'arrière, qui fait les belles passes. Pedri, lui, se projette plus vers l'avant. Et du coup, ils ont un milieu très complémentaire parce que Rodri qui assure cette équipe-là en étant sentinelle, Pedri qui se projette et Fabian Ruiz qui fait la liaison dans le jeu. Ils ont un très beau milieu de terrain. Nico Williams qui a été en feu hier. On parle beaucoup des ailiers allemands c'est sur les dernières vidéos. Mais là, Wirtz. Voilà, cette doublette-là. Mais lui, Nico Williams, il m'a choqué. Il a joué à un très haut niveau. Il a toujours été dans la provocation. C'est le genre de joueur qu'on aime voir évoluer là durant cet Euro. Yamal un peu plus léger. Je suis un peu le tour de l'effectif. Mais moi, je l'ai trouvé quand même très remuant hier. Après, on va plus approfondir sur les cas individuels. Mais c'est vrai que collectivement, l'Espagne sur le papier, tu l'as dit, Fabian Ruiz, il y a un Fabian Ruiz au PSG, un Fabian Ruiz en équipe d'Espagne. Il n'y a qu'un sélectionneur qui le connaît déjà des espoirs et tout ça. Et on lui demande pas la même chose aussi avec l'Espagne. Donc je pense que c'est pour ça qu'il arrive à mieux performer qu'avec le Paris Saint-Germain. Et puis par exemple, il joue avec Rodri, avec qui il joue depuis des années et des années. Donc ça aide aussi. C'est sûr. Mais collectivement, je pense, tu vois, sur le papier, l'Espagne, on les mettait plus outsiders que favoris. Parce qu'au final, ils n'ont pas les meilleures individualités. Mais par contre, collectivement, pour l'instant, avec l'Allemagne, l'expression collective de l'Espagne, c'est l'une des meilleures du tournoi, si ce n'est la meilleure.
parce qu'elle a prouvé qu'elle arrivait à faire évoluer ensemble tous ces joueurs-là face à une adversité, Croatie, Italie. C'est pour ça que là, je commence à vraiment reconsidérer leur statut, tu vois. Ok, tu les vois plus comme un favori aujourd'hui qu'au début du tournoi. Parce que je vois, alors après, il y a peut-être des bémols à mettre, tu vois. Parce que la défense centrale, c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire, même si c'est deux très bons défenseurs centraux. Et quand tu regardes, ils ont un bon gardien, ils ont des latéraux. Cucurella, il a fait que monter. J'avais des réserves sur Cucurella et il me fait mentir. Il fait que monter, il est hargneux, tu le vois presser son vis-à-vis jusqu'au rond central. Il lâche rien. Carvajal, il est exceptionnel. Ouais, il marque au premier match. Vraiment, à son âge et tout ça, il tient son poste. Tu sens qu'avec l'expérience, voilà, il fait ses matchs. L'entrejeu, le milieu de terrain, tu vois, qui récupère beaucoup de ballons. L'Italie n'a pas existé en fait. Ça, c'est clair. Et c'est grandement dû à la performance de l'Espagne, mais c'est aussi dû, je pense, au choix du sélectionneur italien, tu vois, Luciano Spalletti. Pour moi, l'Italie a été trop disciplinée, a regardé trop avec respect cette équipe d'Espagne. Tu vois, pour moi, l'Italie, c'est une des grandes nations de ce tournoi. Tu peux pas te présenter face à l'Espagne sur la pointe des pieds comme ça, en jouant hyper défensif, avec. Est-ce qu'ils avaient les moyens de faire mieux? C'est ça la question que je me pose, parce que nous on les voit encore avec cette tu regardes la compo. Tu regardes la compo, quand tu alignes un Federico Chiesa, un Lorenzo Pellegrini, un Barella, pour moi tu alignes des joueurs pour jouer au ballon et tu as refusé le jeu pendant 80 minutes. Tu commences à sortir à la 85e, tu te procures des occasions, mais c'est trop tard. Ouais. Alors l'Espagne justement a peut-être eu peur sur la fin là, parce qu'il y a 2-3 centres, 2-3 corners, où l'Italie sur une chance monstrueuse peut faire le braquage du siècle. Jusqu'à la dernière seconde, ils ont encore le corner avec Donnarumma qui monte sur le corner, je me suis dit ça va encore sauver pendant le match. 85 minutes, t'as pas joué quoi. C'est vrai. Les récupérations de balles espagnoles, l'Italie n'arrivait pas à se ressortir, était pris à la gorge alors qu'ils avaient des joueurs de ballon pour le faire, mais Pellegrini a joué arrière gauche et Chiesa a joué arrière droit quasiment pour moi, tu vois. Ouais, c'est un peu vrai. Après, je pense qu'ils se sont fait manger par la qualité de l'Espagne en fait. C'est vrai qu'ils avaient des joueurs de ballon. Là aussi, on peut se poser des questions sur la qualité technique de certaines équipes parce que l'Espagne, c'est pas l'Espagne de 2010. C'est clair. Mais pour moi, elle était largement au-dessus de cette équipe d'Italie. Ça veut dire que où est-ce qu'on situe le curseur technique de l'Italie, par exemple? C'est les questions que je suis en train de me poser là par rapport aux autres grandes nations, avec l'Allemagne, tout ça. En fait, j'ai envie de voir les huitièmes de finale, j'ai envie de voir ces oppositions-là. Là, on a eu un premier échantillon de ça. Mais ouais, je me pose vraiment la question du niveau de l'Italie là maintenant. Je pense que l'Espagne a un bon niveau. Est-ce qu'il est exceptionnel? Je sais pas. Par exemple, ce milieu-là, je le vois face au milieu de l'équipe de France. Avec Rabiot, Kanté, Griezmann, je me demande s'ils arrivent à autant réciter leur football, tu vois, même face à l'Allemagne. Mais l'Italie, elle n'a pas su répondre présent sur ce moment-là. Donc c'est inquiétant pour eux, je trouve. T'as Jorginho qui était décevant, mais tu vois, comme j'ai dit, tu avais des joueurs de ballon, tu avais les joueurs pour faire autre chose qu'attendre et être croquevillé sur toi-même. Alors ouais, c'était la plus grosse affiche jusqu'à présent. Et quand tu regardes là, si on parle du résultat maintenant, je sais pas ce que toi t'en penses, mais autant Espagne-Croatie, bon, il y a eu 3-0, les Espagnols étaient hyper réalistes. Là, je me dis que si sur ce match-là, tu rajoutes un Morata plus tueur, un peu plus de présence et d'efficacité dans la surface, ça peut faire beaucoup plus. Il y a eu 21 tirs à 4, je crois. Ouais. C'est énorme. Après, ce qu'il faut dire, c'est pour avoir les petites réserves par rapport au jeu de l'Espagne, c'est est-ce que justement, il manque pas de réalisme? Parce que bon, ils ont mis ces 3 buts contre la Croatie. Moi, je pense que si tu leur mets un 9 en pleine confiance et en pleine réussite, ça fait très mal. C'est pour ça, moi je m'interrogeais sur le niveau de jeu effectivement de Yamal. En première mi-temps, je l'ai pas vu du tout peser autant qu'a pu le faire côté gauche Nico Williams. En plus, il joue vraiment sur l'aile, ça peut être une instruction du coach, mais il laisse pas le couloir à Carvajal qui peut pas monter. Du coup, il s'est pas passé grand-chose sur le côté droit. Il s'est passé plus de choses à gauche qu'à droite. Voilà, et en fait, indépendamment du cas Nico Williams dans les 30 derniers mètres qui était très percutant, sur le reste, bon, ils ont eu quand même du mal à se créer des occasions encore plus franches, en tout cas d'avoir un autre joueur détonateur et avoir un Morata qui se retrouve dans les meilleures conditions, ou est-ce qu'effectivement c'est cet instinct de tueur qui lui manque? On sait que lui, avec Lukaku, c'est un peu ces étiquettes-là, parfois il leur en faut beaucoup pour marquer, on ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est pile ou face avec eux. C'est un match, ils vont faire un carton, et un autre match, bon, ils vont passer être un peu en dedans. Là, il a participé au jeu quand même, tu vois, à défaut d'avoir beaucoup d'occasions, à pouvoir se mettre beaucoup en situation de frappe. Il a aidé aussi le jeu de son équipe. Je pense à
Pedri aussi, enfin tu vois, quand tu regardes les joueurs, Pedri 22 ans, Nico Williams, il doit avoir aussi 21 ans. Il y a mal, tu vois, moi je suis moyen d'accord, parce que j'ai des actions en tête où. En seconde mi-temps alors. Ouais, c'est peut-être plus sur la deuxième. Première mi-temps, il a rien fait. Seconde mi-temps, il fait une belle frappe enroulée. Voilà, on le retrouve un petit peu. À un moment, il harangue le public. Il est là en mode vraiment, soyez derrière nous, tout ça, tac. Il montre un peu plus de caractère, mais la première mi-temps, il a été complètement transparent. Et moi, je me projette, parce que là, je les juge pas sur une phase de groupe. Là, si je les juge sur la phase de groupe, ils sont merveilleux, les Espagnols, c'est vrai. Mais par contre, si je me projette sur huitième, quart de finale, sur des matchs vraiment à élimination directe contre d'autres grosses équipes, parce que là, pour moi, l'Italie n'a pas répondu présent dans le jeu, je me dis, Yamal, ça peut être un peu tendre. C'est ça, c'est pour ça que je me projette de ce point de vue-là. Voilà, après, ce qu'il faut se dire, c'est que tu regardes quand même l'Italie, c'est l'équipe championne en titre. C'est une équipe quand même réputée pour sa force tactique, sa solidité défensive. Et des mecs de 20 ans, même Yamal 16 ans, ont quand même, tu vois, pardonne-moi l'expression, mais ils ont foutu le bordel dans cette équipe-là, avec cette insouciance. Enfin, je pense qu'il faut aussi mesurer ça. Pour moi, Nico Williams, par exemple, moi je le connais de Bilbao, je sais qu'il fait des bonnes choses à Bilbao. J'attendais de voir, tu vois, sur une compétition internationale, tu sais, à première vue, tu te dis, bon, l'Espagne, il y a des joueurs hyper confirmés, et à certains postes, des joueurs un peu peut-être en dessous, enfin qui ont moins de ce rayonnement international, tu vois. Et ben là, je pense que Nico Williams, c'est l'a mis tout le monde d'accord. Tu vois, franchement, je connaissais ses qualités, mais je l'attendais pas à ce niveau-là, tu vois. Autant percuter, être aussi juste dans son jeu, parce que c'est ce qu'on demande à un ailier, tu vois. Et moi, c'est ce que je regrette parfois dans certaines équipes, de voir des ailiers qui, vont fixer, mais reviennent en arrière. Deviennent plus des meneurs de jeu excentrés que vraiment des ailiers qu'on avait l'habitude de voir pendant des années et des années, percuter, dribbler, quitte à avoir du déchet, tu vois, c'est le jeu, c'est normal. Et pour moi, c'est ce que le poste demande. Et c'est pour ça que là, moi, ça me fait plaisir de voir ça, de voir des ailiers qui dribblent, qui percutent. Et il a été juste là-dedans. Il a été juste parce qu'il percute, il sent. Il y a toujours quelque chose à l'arrivée. Il y a cette frappe sur la barre incroyable. Il y a 2-3 centres, il y a sur la tête de Pedri. La frappe sur la barre, je la voyais dedans, pour être tout à fait honnête. Ah, moi aussi. Il se retrouve même dans la surface sur le centre de Morata. Tête à côté de mémoire. Ouais, oui, pour moi, il a fait un match énorme. Après, oui. Nico Williams, je suis d'accord sur ce niveau-là. C'est vraiment une révélation pour moi là sur cet Euro. Il assure justement ce statut-là. Il confirme son potentiel. Pour le jeu espagnol là-dessus, sur le côté gauche, c'est prometteur. Après, effectivement, ils sont très jeunes. On avait déjà vu ça face à l'équipe de Croatie. Équipe de Croatie qui avait les vieux briscards, Brozovic, Modric, Kovacic au milieu de terrain. Et en termes d'expérience, de nombre de sélections, c'était bien plus expérimenté. Et c'est pour ça que moi, je mets des réserves quand même sur cette équipe d'Espagne qui, pour moi, a pu vraiment réciter son football parce que l'opposition, ils ont été au-dessus, donc ça a été assez simple pour eux. Ils se sont rendus la tâche facile aussi. Mais moi, j'ai été étonné, tu vois, qu'il y ait autant d'espace pour ces mecs-là, Williams et tout ça. Di Lorenzo ne pouvait moi, avant le match, je pensais que ça allait être fermé, tu vois, qu'ils auraient justement face à une équipe. Ils sont pas parvenus. Et au final, l'Italie, en étant recroquevillée sur elle-même, elle a quand même laissé des boulevards sur les côtés. Moi, ça m'a étonné. Di Lorenzo s'est complètement fait manger sur son duel direct. Donc, à partir du moment-là, ils étaient à la rue, toute la défense. Ouais. Parce que Chiesa, il était là à ses côtés pour fermer. En plus, il essayait, ils étaient à 2 contre 1. Sauf que Nico Williams, il remettait, il trouvait un appui dans le milieu, il la reprenait. Au bout d'un moment, Chiesa, il n'allait pas le suivre jusqu'au poteau de corner. Donc, il le lâchait un petit peu. Et non, grosse performance de Nico Williams là-dessus. C'est lui qui a été le détonateur principal pour cette équipe-là. Après. Des réserves sur l'Espagne, tu dis ? Ouais, je suis assez d'accord. Pour la suite, on l'a dit, déjà ce qu'il faut noter, c'est que si l'Allemagne et l'Espagne finissent premières de leur groupe, elles peuvent se retrouver à partir des quarts. Ouais, voilà. Donc ça veut dire, est-ce que l'Espagne irait au bout ? Pour aller au bout, il faut battre l'Allemagne qui est l'un des autres favoris. Ouais. Ce tournoi, ça va être... Après, de toute façon, pour aller au bout, il faut quand même battre tout le monde. C'est ça. Après, tu peux avoir un chemin plus facile que l'autre. Mais j'ai hâte de voir ces matchs-là. Et je pense que par contre, une équipe d'Espagne face à une équipe d'Allemagne. Si elle manque d'efficacité devant, par exemple. Mais je pense que tu les vois pas pareil. Et même la suprématie dans le milieu de terrain, tu vois peut-être pas la même. Je pense pas que tu vois ça face à Henrich qui va venir, qui va mettre des coups dans l'entrejeu. Toni Kroos, il a quand même cette qualité technique-là. Et Gundogan qui pour moi est rayonnant aussi sur le début. On parle un petit peu aussi des autres équipes, même si le focus est sur Espagne-Italie. Mais Gundogan sur le match 2 aussi, il est là. Et tu vois qu'il a une prestance et un jeu dans les 30 derniers mètres allemands. Entre les lignes, dans sa projection, voilà. Il vient toujours en seconde lame dans la surface. Voilà, et ça, je pense que cette intelligence dans le placement, tout ça, ça va venir embêter cette équipe d'Espagne. Enfin, si je me projette, si tout se confirme dans le sens là.
Il faut encore que les deux équipes passent leur huitième et tout ça. Mais ouais, l'équipe d'Espagne, je ne les vois pas encore comme un ultra favori, mais hier, ils ont fait un très beau match. Par contre, l'Italie m'inquiète de fou parce que là, ils sont recroquevillés, mais ils ont eu beaucoup de difficultés à faire du jeu. Et je pense que pour aller loin dans la compétition, ils vont avoir du mal. Et il faut remettre aussi dans le contexte que l'Italie s'est pas qualifiée 2 fois à la Coupe du Monde aussi. On est sur une Italie qui est en Coupe d'Europe, qui est championne en titre, là. Mais sur la scène vraiment mondiale. Et sur les dernières années, voilà, on les respecte tout à fait sur un grand tournoi. Il faut toujours se méfier. Mais ouais, là, ils ont manqué de jeu dans les 30 derniers mètres et c'est ça qui m'inquiète. Et contre l'Albanie, ils ont été aussi en réaction. Parce que ils ont pas eu le choix. Ils ont pris le but tellement tôt, ils ont bien réagi, mais après, ils n'ont plus rien fait non plus. Après, ils étaient dans la maîtrise. Mais tu vois, c'est là où ça m'inquiète, comme tu dis toi aussi. C'est que, ouais, moi, je m'attendais à beaucoup mieux dans la capacité à garder le ballon. Ils ont pas aligné 3 passes, tu vois. Et là, je me dis qu'ils ont quoi? Ils ont 3 points. Et le dernier match contre la Croatie, qui, elle aussi, n'a pas le choix. Et qui va jouer sa peau sur le match là, ouais. Parce que après leur résultat qui pour eux est mauvais parce que faire un match nul contre l'Albanie alors que tu as déjà pris 3-0, que tu as déjà un goal average vachement négatif, de pas avoir pris les 3 points face à l'Albanie, là ils se mettent sur un match vraiment, ça va être la guerre sur le dernier match. Et la Croatie peut avoir la maîtrise au milieu parce qu'elle justement elle a ses joueurs Modric, Brozovic, même Kovacic. Si Modric, il a beaucoup d'imprécisions, je trouve, surtout contre l'Albanie. Plus que d'habitude. J'ai vu faire des paires de balles qui permettaient des contre-attaques. Justement, le fait qu'il joue vraiment des matchs à 90 minutes, ça, il le fait rarement du côté du Real. Il l'a pas fait cette année. Et sur les derniers tournois où il était déjà vieux, mais il était vraiment ultra fort, en maîtrise avec sa sélection. Là, on l'a vu un peu plus à la peine et il a joué beaucoup de minutes sur les 2 premiers matchs aussi. Ouais, c'est les questions que je me pose. Et après, il y a une réalité, c'est qu'au final, oui, ils prennent que un CSC. Malheureusement, il y a eu un petit curse Calafiori. Le cœur, c'est là. Je traduis pour les moyens anglophones, je vais dire. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. C'est pour ça, c'est le petit curse Joga, c'est la malédiction Joga. C'est parce qu'on a dit tant de bien de Calafiori. Et au final, malheureusement. Ah oui, je t'ai envoyé en plus hier sur WhatsApp. Tu me l'as dit. Marco Tsoko, je t'ai juste envoyé Calafiori. Calafiori, voilà, c'est juste je ça. savais. Ouais, c'est juste, on lui a pas apporté chance là-dessus. Ça arrive à tout le monde, à tout footballeur, tout ça. Et d'ailleurs, il a fait quand même un match, lui, Calafiori. Ouais, moi, j'ai aimé qu'il était agressif. Ça m'a même surpris, mais très, très, très haut sur le terrain. Il essaie de sortir. Ouais, je me demandais même qui compensait à sa place parce que je le voyais monter tellement haut, mais il mettait de l'énergie et tout. Il avait ce côté-là généreux sur le terrain qui m'a toujours fait kiffer. Malheureusement, bon voilà, ça se passe mal pour lui de ce point de vue-là parce qu'il donne ce but-là à l'Espagne. Mais ouais, ça va m'intéresser de suivre ça tout de même. Mais bon, j'espère qu'ils vont se ressortir de ça. Ça serait dommage avec ce qu'ils ont montré quand même au premier match, avec leur système de jeu, leur animation. Certes, contre l'Albanie, c'était l'Albanie et ils ont gagné que 2-1 et après ils ont été en maîtrise après avoir rapidement renversé la situation. Mais pour moi, c'était prometteur, tu vois. Alors du coup, j'étais hypé, on va dire. Face à l'Espagne, je me suis dit, ouais, ça va être intéressant, ça va être serré. Au final, ils se sont fait promener. Bon, il n'y a qu'un 0, mais ils se sont fait promener du début à la fin. Et là, je me dis, maintenant, ils sont dos au mur, ils vont peut-être sortir par la petite porte après le match contre la Croatie. Alors que j'en espérais beaucoup plus. Je serais déçu qu'ils sortent. Après, sortir par la petite. Non, il faudrait que l'Albanie fasse un résultat positif contre l'Allemagne. Et que l'Italie, effectivement, perde contre la Croatie parce qu'ils ont quand même 3 points. Ils peuvent être meilleurs 3e peut-être. C'est ça. Et vu qu'il y a les 4 meilleurs 3e. C'est vrai que j'avais oublié ce paramètre. qui est non négligeable. Et du coup, effectivement, je pense qu'ils pourraient au moins aller jusqu'en 8e. Ce qui me rassure un petit peu côté italien, les petits motifs quand même d'espoir, c'est que Spalletti réagit quand même en faisant du coaching à la mi-temps. Tu vois, il y a sorti Jorginho qui était à côté de ses pompes. Voilà, c'est ça. Il y a certains coachs, je les vois ne rien bouger parce que j'ai vu Trossard jouer très longtemps sur le premier match alors qu'il était en dedans avec la Belgique par exemple. Là, j'ai vu qu'il y avait tout de suite une réaction. Alors, tu tentes des paris, même si Cristante il rentre et 2 minutes sur le terrain, il prend déjà le carton sur son premier ballon, en tout cas première intervention. Mais en tout cas, je vois ça du côté italien. Donc, c'est ce qui me rassure un petit peu de me dire, ils vont chercher les solutions, ils vont chercher à avoir la bonne formule pour le prochain match en tout cas. On termine avec un petit mot sur l'un des autres matchs, c'était l'Angleterre, qui est quand même attendu comme favori. Moi, je voulais faire le parallèle en plus entre l'Angleterre et l'Italie, parce que j'ai le sentiment quand même que Gareth Southgate, tu vois, il a fait un petit peu le même choix que le sélectionneur italien, dans le sens où il a mis des joueurs de ballon sur le terrain, il met un Trent Alexander-Arnold, je vais y arriver, dans le milieu de terrain, en mode un peu Toni Kroos quarterback pour alterner jeu court, jeu long. T'as Foden. On est vraiment multisport, hein. On parle de quarterback et tout. Je suis un expert en foot américain. C'est la carrure ça. Donc tu vois, il met beaucoup de joueurs de ballon sur le terrain. Il a mis Phil Foden dans l'axe
Alors on disait que sur le côté, c'était pas son meilleur poste. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait beaucoup trop de mauvais choix, que ce soit dans les choix de frappe, Vraiment, j'ai des actions en tête. Il doit la donner à Kane, il tente une frappe après avoir dribblé 4 joueurs en bout de course. Il a une frappe, il choisit la mauvaise surface de pied. J'ai une question pour toi, moi. Quel secteur de jeu est au point du côté de l'Angleterre? Bah, pour moi, en fait, tout est expérimental, j'ai l'impression. Et surtout, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'il met des joueurs de ballon et il a refusé de jouer. Contre une équipe sur le papier plus faible que l'Angleterre. Ouais, normalement c'était ça, sauf que les Danois. Pour moi, ils passent à côté encore une fois. Les Danois ont bien réagi parce qu'ils ont mis de l'intensité. Ils ont mis une intensité folle physiquement, ils ont couru, ils ont accepté ce duel-là. Après, ils ont eu du mal, hein, justement, parce qu'ils ont beaucoup donné et ça a baissé en régime. C'est vrai qu'à un moment, ça. Et c'est là où l'Angleterre doit appuyer normalement, tu vois. Ils y sont pas parvenus. Et en fait, quand je te parle du secteur de jeu, quel secteur de jeu est satisfaisant du côté de l'Angleterre, c'est qu'en fait, la défense, elle est pas sereine. Les latéraux, ils ont le but, il y a Kyle Walker qui fait une belle intervention, mais en dehors de ça, Trippier, qui est un joueur qui est réputé offensif, ils ont un vivier avec les Reece James normalement, les Trent Alexander-Arnold normalement arrière droit, tout ça, où ils ont un potentiel pour justement se projeter et avoir des latéraux modernes. Là, j'ai pas vu grand-chose comme travail du côté des latéraux. La défense a été pas sereine au niveau de la relance avec Guéhi, qui apporte pas plus de sérénité sur la relance que Maguire. L'entrejeu avec Trent Alexander-Arnold, c'est vrai que c'est pas facile à dire parce quand tu l'enchaînes, c'est chaud. Ouais, il y a trop de choses, trop de mots. Mais en tout cas, il est censé dicter le jeu, tout ça, mais il a été aussi en difficulté. Phil Foden, tu dis qu'il joue dans l'axe, il dézone mais c'est quand même le titulaire sur le côté gauche. Mais je l'ai beaucoup vu. Qui a touché beaucoup de ballons dans l'axe, en position numéro 10. Mais au final, il n'y a pas de jeu sur les couloirs. À un moment, il tente une passe vers sa défense, récupération de l'attaquant danois. Enfin, ça peut faire une action de but. Il a fait beaucoup d'erreurs pour moi. Et c'est pour ça qu'il sort tôt dans la rencontre. Et ça n'est pas dans l'entrejeu. Hein. Tu parlais de Trippier aussi qui joue à gauche, c'est-à-dire que tu n'as pas un arrière-gauche gaucher. Sur les ailes, tu t'es passé de Jadon Sancho. Tu vois, tout à l'heure, je parlais d'ailier qui percute et qui casse des reins. Sancho, il était exceptionnel pendant 6 mois avec Dortmund. Il est à je sais pas où il est. Il doit être sur un bateau à Mykonos ou je sais pas où. Il est en train de se dire, mais Cole Palmer, deuxième meilleur buteur de première ligue. J'allais te dire, sans même parler de ceux qui sont pas sélectionnés. Ah là, 0 minute de jeu. Ouais, même pas une minute. Il a fait rentrer Bowen. Il vient, il se change. Il se remet en jean, pas besoin de prendre la douche. Mais limite, ils avaient tellement un pouvoir offensif que tout le monde se projetait avec l'Angleterre favorite parce qu'on voyait ça faisait peur à tout le monde. Et au final, tu peux pas exploiter. Au final, tu en as 3 qui sont sur le terrain et tu n'arrives pas à exploiter tout ce talent-là parce qu'il fait rentrer le petit Eze que nous on attendait avec impatience. Il n'a pas pu exister. Watkins, il a eu 1 ou 2 balles devant. Ouais, où il prenait un peu plus la profondeur, donc c'était intéressant. Mais au final, il a tellement de solutions, tellement de cartes. Il sait même pas lesquelles faire jouer. Et pour le coup, il n'a pas trouvé, il n'y arrive pas. Et pour moi, il n'est pas audacieux dans le sens où il devrait démarrer peut-être, je dis peut-être avec Foden, peut-être dans le milieu à 3. Tu veux faire du jeu contre une équipe qui est en dessous, tu peux faire jouer Foden, Bellingham et avoir ton Declan Rice en sentinelle et garder Trent Alexander-Arnold dans la rotation sur le poste d'arrière droit. Et là, tu as un milieu qui est plus offensif. Tu peux avoir cet esprit-là de je me dis je vais faire du jeu, j'assume ça et je fais rentrer un ailier supplémentaire. Là, avec Phil Foden qui est en train de dézonner, qui va sur la position numéro 10, mais qui est peut-être qui marche sur les plates-bandes de Jude Bellingham. C'est ce que j'allais dire. Donc, ça dessert l'équipe. Tu n'as pas ce côté perforateur parce que tu l'as avec Saka quand même. Saka, il essaye. Saka, il est généreux et tu as le même Saka qu'Arsenal. Hein. Je le vois essayer de faire les mêmes choses, d'essayer de combiner, mais bon. Il n'arrive pas à avoir les mêmes automatismes parce qu'il faut se souvenir qu'il a Odegaard aussi derrière lui qui le sert vraiment dans les meilleures conditions du côté d'Arsenal. Et tout ça, ça pénalise cette équipe d'Angleterre. Et je pense que voilà, s'ils font pas l'ajustement là, c'est pas du tout l'équipe favorite qu'on attendait parce qu'ils sont pas au point offensivement. Parce que le but que met Harry Kane, la balle, elle lui vient pas dans les pieds. Hein. C'est un centre contré, un peu raccro. Contré, voilà, raccro. Hein. C'est un but du joueur de surface, très bien à mettre au crédit d'Harry Kane. Surtout que ça fait un 0, on dit bravo monsieur. C'est ça, mais pas mettre au crédit du jeu anglais. Parce que ça n'a pas été fluide sur la dernière passe, il a juste à vraiment la pousser. Donc là-dessus, je m'interroge. Le milieu de terrain sur le jeu, voilà. La défense pas sereine sur le niveau de relance pour insuffler et mettre justement le jeu en place. Et la non-présence de Harry Maguire, je te jure que ça joue aussi sur je me voyais pas dire ça avant la compétition, mais ça joue aussi sur un aspect, c'est aussi la confiance. La confiance déjà parce qu'il apporte ça à ses coéquipiers mine de rien. Il a cette maturité-là, il prend quand même ses responsabilités, même si des fois il y a les couacs où il se fait prendre en défense, et même sur l'impact physique parce que sur les coups de pied arrêtés par exemple, corner équipe d'Angleterre sur les dernières grandes compètes, t'avais un petit train qui se mettait en place anglais avec Maguire, Kane et avec 2-3 autres joueurs, Declan Rice, tout ça
ça, qui se mettaient un peu à la queue leu pour mettre les têtes. Aller visiter le centre-ville. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment, ça, c'est pour ceux de Metz, ça, le petit train là. Ouais, je pense qu'il y en a partout. Ouais, il doit en avoir partout, t'as raison. Mais en tout cas, ils le mettaient vraiment en place. Et là, je l'ai pas vu et je vois pas cette Même prestance-là. l'impression visuelle, ouais, c'est ça. De dire, il y a un mec qui en a un Et peu pourtant, derrière. Guéhi, c'est un joueur qui est normalement réputé pour mettre l'épaule et tout ça, mais en fait, il se fait pénaliser sur son niveau de relance. Enfin voilà, l'équipe d'Angleterre, elle est pas encore au point. Et nous, on avait dit dans la prévue de l'Euro que l'Angleterre, ça te choque dans les grandes compétitions. Mais je pensais et que on ça a mis allait le bémol venir sur plus- l'Angleterre. Je pense qu'on s'est pas trompé. Ouais, contre mais eux, je pensais que ça allait arriver quand même Plus plus tard. tard sur des plus grosses oppositions. Bah, les Danois, il faut respecter le football danois qui est collectif, tout ça. Mais là, ça arrivé très tôt. C'est 2 matchs qui sont très peu convaincants. Un petit 1-0 sur le premier match. Un match nul. En termes de rendement, en plus avec le matériel qui est à disposition, c'est c'est insuffisant. On peut Par pas rapport satisfaire de ça. Ouais, par rapport au potentiel qu'ils ont, ouais, ils auraient dû faire comme l'Allemagne. Pour l'instant, l'équipe qui surnage pour l'instant, c'est cette équipe d'Allemagne. On attend de voir encore sur d'autres oppositions parce que pour l'instant, les oppositions, je trouve qu'ils n'ont pas encore été assez testés. Ils n'ont pas eu d'autres équipes en face qui pouvaient rivaliser sur la qualité dans le milieu de terrain, dans plusieurs aspects du jeu. Mais l'équipe d'Allemagne qui est l'équipe la plus satisfaisante de ce début d'Euro et on attend de voir avec impatience le match de la France ce soir. Ouais, Parce que ce face vendredi, et puis il y a ce week-end Ouais. la Géorgie et juste après le Portugal. Turquie-Portugal, match. C'est ça. Avec 2 équipes, enfin, Match très intéressant. l'équipe turque a été très joueuse aussi. À voir contre le Portugal. Hein. Voilà, l'équipe portugaise qui a eu beaucoup le ballon face aux Tchèques, face à la Tchéquie. À la Tchéquie. Ouais, j'essaie de m'appliquer, tu vois. Face à la Tchéquie, ils ont eu beaucoup le ballon, tout ça. On attendait plus de race. On va voir si là ils vont trouver plus facilement les solutions face à la Turquie. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et l'autre gros match de ce soir, hein, parce que France-Pays-Bas, c'est aussi une affiche qui peut un peu rivaliser avec cette Italie-Espagne qu'on a commenté aujourd'hui. Ça va être relevé, ça va être cool. Et puis normalement, retour d'Mbappé. Pas avec le masque tricolore, mais. Ouais, parce qu'il n'a pas le droit. On rappelle qu'effectivement, il n'a pas le droit. Il faut que ce soit une couleur unie. Finalement, on se voyait déjà titularisé Kamavinga. On est en train de réfléchir. Oh, c'est pas impossible qu'il bascule en cours de match, plus en cours tard, de tournoi. Ouais, en cours de tournoi, ça c'est on le met pas à la poubelle. Cette solution-là, elle reste vraiment d'actualité. Mais tout de même, on voyait peut-être Barcola aussi, peut-être Ouais, titulaire. Barcola. Finalement, je pense que là, au moment où on parle, on se dirige vers quand même un Mbappé qui sera présent et c'est tant mieux pour l'équipe de France. On suivra ça donc tout ce week-end, tous ces matchs-là, et Voilà. on se retrouve, je pense, début de semaine prochaine pour parler de tout ça. Très vite. Allez, Allez, ciao, ciao. ciao, ciao. C'est dur avec les lunettes de faire ça. Ah ouais,